Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bien dans cette vidéo, on va essayer simplement de faire une classification cat or dog. Donc, on va entraîner un réseau de neurones pour qu'il puisse faire la classification entre un chien et un chat. Tout cela grâce à TensorFlow. OK? Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais faire régulièrement des vidéos en vision par ordinateur, donc computer vision, en NLP, avec aussi la série temporelle et tout ce qui touche à la data science, l'intelligence artificielle. Ok? Donc, on va commencer directement. Déjà, là, je fais des imports. Voilà. NumPy, Matplotlib. NumPy, c'est cette librairie-là qui va nous permettre de gérer les matrices et tout ce qui est algèbre linéaire. Et Matplotlib va quant à lui nous permettre de faire des graphiques. Ensuite, là, c'est le code pour télécharger le dataset que nous allons utiliser. Donc, ce dataset est disponible sur Kaggle. Pour ceux qui connaissent Kaggle, c'est un site où on fait des compétitions en data science. Et sur Kaggle, ce dataset contient 25 000 images. Mais ici, on va juste utiliser 2000 images. Voilà. Donc, vous pouvez le télécharger. Là, nous sommes sur Google Colab. Dans la description de la vidéo, je vais vous partager ce notebook-là. Donc, vous allez pouvoir l'exécuter vous-même pour bien comprendre les choses. Donc là, ça a déjà été téléchargé. J'évite juste de refaire le code pour aller plus vite. OK. Une fois maintenant que les trucs ont été téléchargés, voilà, vous pouvez regarder. Une fois que vous êtes sur Google Colab, vous cliquez ici, fichier, voilà. Dans fichier, vous cherchez au dossier TMP parce que vous voyez, j'ai indiqué que le téléchargement doit se faire dans TMP. Dans TMP, voici cat and dog filtered, voilà. Ça vient en forme de .zip, donc on va dézipper, voilà, avec le module zip file. Donc, on a mis ici là le chemin, voilà. Et puis, on va faire zipref, et puis extract all et close. OK? Voilà. Donc, donc ici, voici le fichier .zip d'abord. Ensuite, maintenant, on a dézippé et on obtient ce dossier-ci. Là, avec train et validation. Et dans train, il y a cat et dog. Et dans cat, je sais pas, voilà. Je vais pas ouvrir. Puisque dans cat, en fait, il y a les 1000 images. Il y a 1000 images ici, il y a aussi 1000 images là. Donc, on va pas ouvrir ici pour ne pas faire planter le truc. OK? Donc ici, je vais définir comment j'appelle ça? Je vais définir les dossiers. Voilà. Le dossier de base, c'est TMP cat and dog. Ensuite, le dossier là où il y a les photos d'entraînement, c'est TMP slash cat and dog slash train. C'est pour ça là, je mets train. Ici, la même chose pour le dossier de validation. Maintenant, comme vous avez vu, dans le dossier de train encore, il y a le train cats D. Parce qu'il y a un dossier où il y a des images encore de chiens. Il y a un autre dossier où il y a les images de chat ici et ici de chien. Vous voyez, ça c'est le répertoire avec nos photos d'entraînement. Et aussi, il y a un répertoire avec données pour validation. OK? Maintenant, j'utilise os.listd pour lister un peu les fichiers qu'il y a dans nos différents dossiers. Et puis, on peut exécuter. Là, je vais exécuter. Vous pouvez voir, c'est 468, etc. Doc 30, Doc 99. Voilà. Donc, j'ai essayé de lister un peu quelques chiens non des fichiers ici. OK. Voilà. Ici, maintenant, encore, j'ai utilisé os.listd.len pour voir le nombre total d'images. Donc, nous voyons que nous avons 1000 images du chat pour l'entraînement, 1000 images du chien pour l'entraînement, 500 chacun pour la validation. OK? Maintenant, là, qu'est-ce que ce code-ci fait? D'abord, j'utilise np.numpy.random.choice. En fait, cette fonction-ci, dans le module random de NumPy, permet en fait de choisir k éléments dans une liste. Donc, lorsque je mets size égale à 12, et là, je mets os.listd.train.dog. Qu'est-ce qui va se passer ici? SamplesDog, en fait, va choisir, parce que lorsque je fais os.listd, j'aurai une liste de tous mes chiens, une liste de tous les fichiers qui sont dans le dossier train.dog.
Voilà. Et comme j'ai pu vous montrer ici, voici tout ce qu'il y a. Il y a juste des points JPG et tout. Donc, là, je vais sélectionner 12 au hasard. Ensuite, pl.figure, voilà, je crée une figure, ok. For i, dog in enumerate samples dog. Quand je fais enumerate, qu'est-ce qui va se passer? Dans les nombres, dans simple dog, il y a le nom de mes différents chiens. Donc, vous voyez ici, il y a dog 640, dog 652, etc. Donc, lorsque je fais enumerate, à chaque fois, il va créer un peu comme, je sais pas, comme des tuples, voilà. Donc, il va créer 0. Le premier tuple, c'est 0 avec dog 640. Le deuxième, c'est 1 avec dog 655. Voilà. Pourquoi je mets ça? Parce que j'ai besoin du i. Voilà, je vais utiliser subplot. Subplot, c'est pour faire des sous-figures. Vous voyez, j'ai d'abord mis 3, 4. 3, 4 parce que j'ai envie de faire 3 lignes et 4 colonnes. Voilà. Attendez, je monte un peu. Vous voyez, on a bien 3 lignes et 4 colonnes. Ensuite, img égale à mp img. J'utilise matplotlib pour lire notre image. Pour lire l'image, j'ai besoin du chemin complet. Donc, je fais os.path.join train.dog.d qui est le chemin absolu vers le dossier là où il y a tous mes chiens d'entraînement. Et j'ajoute aussi le nom dog. Donc, au final, j'aurai peut-être /tmp, /catdog, /train, /dog, / le nom de mon chien. Et là, maintenant, je fais axis off pour ne pas avoir les axes ici. Imshow pour afficher l'image et ax.setTitle pour ajouter le titre ici. Si j'exécute encore, vous allez voir, les images seront différentes parce que j'utilise bien random.choice. Donc, les choix sont pris aléatoirement. Et là, vous voyez un peu, voici à quoi ressemble notre dataset. Voilà. J'ai fait la même chose aussi avec les images de chats pour que nous puissions voir à quoi ressemblent un peu nos chats. Je prends un peu de temps. Voilà. Voici nos chats ici. Ok, maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer là, from tensorflow.keras.preprocessing.image, import image data generator. Et vous savez, lorsqu'on va lire nos images vont être converties du JPG en RGB. Voilà. Et en RGB, les couleurs vont de 0 à 255. Donc, basiquement, chaque pixel sera représenté par un nombre allant de 0 à 255. Mais les réseaux de neurones, ils sont mieux à l'aise, ils travaillent mieux avec les nombres entre 0 et 1. Donc là, je fais Image Data Generator Rescale 1 divisé par 255. Donc, je vais diviser tous les pixels de mes images par 255. Comme ça, je vais obtenir des nombres entre 0 et 1. Ensuite, je vais prendre ce training data gen, je vais faire flow from directory. Si vous avez un peu de connaissance en machine learning, vous savez que lorsqu'on veut faire du machine learning, et ça c'est du machine learning supervisé, ça veut dire j'ai mes X, j'ai les X, j'ai les Y. Voilà, mes X ce sont mes features, mes Y ce sont mes targets, ok? Là, mes features, ce sont les images de chiens et de chats. Voilà, mais il faudrait que je puisse construire, on va dire, le Y. Donc, il faudrait que je puisse annoter que ces images-ci, ce sont les images de chiens, ces images-ci, ce sont les images de chats, avant de mettre cela dans mon réseau de neurones. Donc, basiquement, c'est ça que nous sommes en train de faire ici. Je fais train data gen flow from directory, je mets train.d. Donc, je lui donne un paramètre de dossier dans lequel, train.d ici, on peut remonter, vous allez voir. Train.d, c'est os.path.join base.d /train. Donc, train.d, c'est /tmp /cat&dog filtered /train. OK? Maintenant, si vous venez ici, attendez, je vais ouvrir TMP. OK? Là, vous voyez que dans train, il y a deux dossiers, cat et dog. Qu'est-ce qu'il va donc faire? Il va prendre toutes les images qu'il y a, par exemple, dans le dossier cat et il va associer cela à 0. Donc, chaque image ici, son Y sera égal à 0. Et maintenant, chaque image qui est dans le dossier dog, par exemple, son Y sera égal à 1. Voilà. Donc, comme ça, nos features, ce sont nos photos. Les photos, par exemple, du chat. Et le target, donc le Y, c'est par exemple 0, 1. Voilà. Comme ça, lorsqu'on va entrer nos images dans notre réseau de neurones, il va savoir que ces photos, ce sont les photos d'un chat. Et celles-ci sont les photos d'un chien. Bien sûr, vous pouvez faire cela manuellement, mais ça va prendre beaucoup de temps. C'est pour ça... Attendez, je ferme là. Ok. On continue. C'est pour ça que je mets le dossier. Target size 150, 150. Déjà, nos photos, vous voyez, vous pouvez déjà voir ici, elles ont des tailles différentes. Voilà.
Vous voyez, cette image, c'est pas la même chose. OK? Donc, on va déjà faire on va redimensionner nos photos à la même dimension. Batch size égale à 20. Voilà. Donc, nos photos vont être chargées en lot de 20 photos. Par exemple, là, nous avons 1000 photos pour les chats, 1000 photos pour les chiens. Donc, nous avons 2000 photos d'entraînement. Donc, les 2000 photos d'entraînement là vont être un paquet de 20 photos. Donc, on aura 100 paquets. Class mode binary, oui, parce que ça, c'est une classification binaire et avec soit chien, soit chat. J'ai fait la même chose aussi pour... voilà, j'ai fait la même chose aussi pour la validation. J'ai fait la même chose pour la validation aussi. OK. Flow from directory, validation G. Je spécifie le dossier. Là, target size, batch size, class mode aussi. Bon, je me rends compte que j'ai mis train data gen dans le même ici. Mais ça ne dérange pas puisque je n'ai pas fait d'opération autre que le rescale. Voilà. Donc, ça ne dérange pas. Et là, vous voyez, la réponse est, je peux relancer encore, hein, found 2000 images belonging to two classes. Voilà, donc, ça, ce sont les réponses des deux opérations chez Train Generator et Validation Generator. Là, il a trouvé deux images et les images, c'est pour deux classes différentes. Donc, maintenant, on va définir notre modèle. Voilà. On va utiliser le CNN, donc un Convolutional Neural Network. Voilà. Ici, je fais tf.keras.models.sequential. Donc, je vais créer un réseau séquentiel, un peu comme sur cette image ici. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle un modèle séquentiel. Donc, à chaque... je vais ajouter plusieurs couches, plusieurs différentes couches. Voilà. On va revenir au modèle. Là, la première couche est tf.keras.layers.conv2d. Voilà, conv2d, en fait, c'est une couche convolutionnelle. Voilà, c'est quoi une couche convolutionnelle? Simplement, il va appliquer un filtre à notre image. Si vous avez un peu de connaissances en photo, en tout ce qui est image, voilà. Par exemple, on va appliquer un filtre sur une image du chat pour, par exemple, mettre en évidence tout ce qui sera circulaire, donc tout ce qui sera des cercles, comme les yeux, par exemple. On peut appliquer un filtre qui va mettre en évidence, par exemple, des traits rectilignes, des traits horizontaux, des traits verticaux, etc. Voilà. Et là, à l'intérieur, je mets 32. 32, c'est le nombre de filtres. Donc, ce premier layer ici, cette première couche, va me générer 32 filtres. Voilà. Et 3 par 3, c'est que le filtre là, ce sera un filtre. Et vous savez, c'est quoi un filtre en réalité? C'est simplement une matrice. Une matrice avec des valeurs. Voilà. Par exemple, là, ce sera une matrice 3 x 3. Dans cette matrice, par exemple, ça peut être des 1, des 0, des moins, etc. Et vous savez, nos images sont des matrices. Voilà. Là, j'ai mis input shape et 150, 153. 150, 153, 3 dimensions. Voilà. Là, vous rappelez bien que j'ai fait un resize de mes images. Voilà. Et là, 3 parce que ce sont des images en couleur. Donc, en RGB. Voilà, c'est pour ça. Et maintenant, donc, nos filtres auront la taille du 3 x 3, ça veut dire 9, une matrice de 9. Donc, cela va simplement être multiplié par toute notre matrice d'image qui, elle, sera de 150 par 150 par 3. Voilà. Et là, l'activation, c'est relou. C'est quoi l'activation? Relou, c'est qui va prendre le max entre la valeur en question et 0. Ça veut dire que si j'applique une activation de relou à une valeur, par exemple, de moins 1, le retour sera 0. À une valeur de moins 5, le retour sera 0. À une valeur de 6, le retour sera 6. Voilà. Et en deep learning, on utilise toujours des fonctions d'activation dans nos layers pour que, en fait, parce que si on n'utilise pas des fonctions d'activation, le résultat sera, on va dire, linéaire. Donc, le résultat va, ce sera un résultat qui sera basé sur des multiplications, des additions, et tout sera linéaire. Et là, on ne peut pas vraiment capter des features vraiment importantes, voilà, comme faire une classification, parce que c'est difficile de faire une classification, par exemple, reconnaître un chat ou bien un chien, simplement avec des calculs linéaires, voilà. Et là, après, il y a une couche max pooling qui va permettre en fait de diviser la taille de mon image par 2, voilà, pour rendre mon image un peu plus légère. Et je répète le processus plusieurs fois avec un nombre, à chaque fois, j'augmente le nombre de couches, voilà, le nombre de filtres ici. Et après, je mets un flatten.
Voilà, je mets un flatten là. Qu'est-ce que le flatten doit faire? Vous voyez là, ici par exemple, les images sont de 150 par 3. Si là, je mets un flatten, ça c'est en 3 dimensions. Le flatten va le rendre en une seule dimension. Et la taille, donc il va prendre toutes les valeurs là, mettre dans une seule liste de taille 150 x 150 x 3. Donc c'est ça que je fais ici avec le flatten. Et ensuite, je mets un dense layer. Le dense layer, c'est, j'ai choisi 512 neurones. Donc, dense, ça veut dire que cette couche sera complètement connectée. Voilà. Fully connected layers. C'est ça, le dense layer. Avec le flatten layers. OK? Un peu comme ici. Un peu comme l'image du début là. Vous voyez, ça, c'est une dense layer. Parce que vous voyez, entre cette couche-ci et cette couche-ci là, tous les points ici sont connectés avec tous les points d'ici là. Donc là, on a une couche qui sera flatten. Et là, on a une couche, on aura 512 neurones ici. Et tous ils seront connectés. Et après, à la fin, je mets encore un autre dense layer avec un seul neurone. Donc exactement comme ceci, avec un seul neurone. Voilà. Et avec l'activation sigmoïde. Donc, si on revient là. OK. Avec l'activation sigmoïde. Voilà. Sigmoïde, c'est une fonction, en fait. Sigmoïde, c'est 1 sur 1. Donc, sigmoïde de z, par exemple, d'un nombre z, c'est 1 sur 1 plus exponentielle de moins z. Voilà. Et il va retenir des valeurs entre moins 1 et entre 0 et 1. Ces valeurs seront les probabilités pour que notre image appartienne à la classe chien ou chat. Donc, si par exemple le nombre est inférieur à 0,5, c'est un chat. Si le nombre est supérieur à 0,5, c'est un chien. Voilà. Donc, à peu près, c'est ça notre modèle. Bon, c'est vrai que dans cette vidéo, je ne vais pas tout expliquer comment ça fonctionne exactement. Parce que pour tout expliquer ça, c'est toute une formation complète. Mais là, c'est juste, on va se concentrer sur notre classification. Et là, on peut faire un modèle summary pour un peu faire un résumé de notre modèle. Ok, je vais essayer de vous expliquer quand même ici. Déjà, de base, notre image, elle est de 150 par 150 par 3. Mais après, conv2d, qui est notre premier layers, on voit output shape. Voilà, ça veut dire que lorsque notre image va traverser cette première couche-ci, c'est quoi? Qu'est-ce qui sera le résultat? On voit 148, 148, 32. Voilà, pourquoi déjà 148, 148? Pourtant, on avait 150 par 150. Déjà, sur la longueur, bon, sur par exemple la largeur, il y a 2 pixels qui vont être perdus. Parce que vous voyez, là, notre, comment on dit ça? Notre filtre a une taille de 3 x 3. Vous voyez que c'est 3 x 3, 9. Voilà. Maintenant, on va essayer de multiplier cette matrice de 3 x 3 là, tout au long de la largeur. Voilà. On va essayer. Bon, nous allons continuer. Pour mieux vous expliquer, je vais utiliser quelques slides. Voilà, parce que pour que ce soit quand même un peu plus clair. C'est vrai que là, je ne vais pas faire une formation complète sur les réseaux de neurones conventionnels, mais voilà, ici vous pouvez voir, imaginons que notre image était de taille 5 x 5. Donc là, on a 5 pixels, ici 5 pixels. Là, on va supposer qu'on a une image en noir sur blanc, donc on n'a pas, on est juste dans 2 dimensions. Mais c'est la même chose pour les images en couleur, c'est juste pour que vous puissiez comprendre. Et là, notre kernel size, c'est 3 x 3. Voilà, c'est ça ici, 3 x 3, ok. Pourquoi, en fait, après cette première couche-là, on se rend compte qu'on a perdu 2 pixels sur la largeur et 2 pixels sur la hauteur. Voilà. Simplement parce que ici, vous voyez, lorsque la 3 x 3, regardez comme il se déplace. Voilà. Et comme je vous ai dit, c'est ça un filtre. Vous voyez, voici la valeur du filtre ici, c'est 0, 1, 2, 2, 2 et 0, 1, 2. Donc lorsqu'il va venir ici, il va faire des multiplications ici. Et la valeur sera ici. Il va placer la valeur ici. Et après, il va se déplacer juste d'une unité. Il va faire la même chose. Vous voyez que sur une image, par exemple, de taille 5, on aura juste 3 déplacements ici sur la largeur. Et donc, on aura 3 valeurs ici comme résultat. Voilà. Le résultat, c'est simplement la multiplication entre les 9 valeurs ici, par exemple, de l'image, avec les 9 valeurs du filtre, et on va faire la somme. Voilà. Et on aura simplement notre résultat ici. Voilà. Donc, si notre image est de taille 150 par 150, nous allons toujours, on va aussi perdre 2 pixels. C'est pour ça qu'après, on aura une largeur de 148 et on aura une hauteur aussi de 148. Il y a beaucoup de techniques pour permettre de ne pas perdre justement ces pixels-là, mais ce n'est pas l'objet pour le moment. J'espère juste que vous avez quand même pu comprendre pourquoi on va perdre 2 pixels. Voilà. Donc c'est un peu ça. Si notre image est de 28 par 28 par 3, et puis notre couche sera de 5 x 5, par exemple, x 3. Et là, on aura une image de 24 par 24. Bon.
OK. OK. Et comme je vous ai dit, là, par exemple, je vais utiliser 32 couches. Voilà. Je vais utiliser 32 filtres différents. J'ai envie de dire ça. Donc, 32 couches convolutionnelles. Donc, ce sera comme ça. Voici mon image d'entrée ici. Voici le premier filtre. Voici le résultat ici. Voilà. Ensuite, voici le deuxième filtre. Le résultat vient s'ajouter ici. Etc. Etc. Comme ça. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est pour ça ici que la taille est de 148 par 148 par 32. Parce que j'ai 32 filtres. Donc, les 32 filtres vont venir se superposer ici. Voilà. Sur mon image. Et là, pourquoi j'ai none? Voilà. Parce qu'il ne connaît pas encore le nombre d'images qui vont être envoyées. Voilà. Le nombre d'images qui vont être envoyées à mon réseau de neurones. Là, j'ai juste défini mon modèle. Il ne connaît pas le nombre d'images qu'il va recevoir. Voilà. Et etc. Après, mais dans le max pooling, comme je vous ai dit, il va diviser la taille d'image par 2. C'est pour ça qu'on passe à 74 par 74. Et etc. On va encore ajouter une couche convolutionnelle, max pooling, etc. etc. jusqu'à arriver au flatten. Vous voyez le flatten. Ici, nous sommes à 7 par 7 par 128. Si vous multipliez les 3, vous allez obtenir 6272. Donc, c'est simplement ça le flatten. Et après, j'ai une couche dense, ici. Et ici, j'ai un seul neurone. Voilà. Et là, vous voyez, on a 3 millions de paramètres. Et tous les paramètres sont entraînables. À chaque niveau ici, il y a les paramètres ici. On met les paramètres ici. Voilà. Les paramètres, c'est généralement, on appelle ça des weights. Voilà. Par exemple, on va associer un poids entre la liaison entre ce neurone et ce neurone. Voilà, c'est ça les paramètres. Voilà. Donc ici, on va associer à chaque trait, on va dire, à chaque liaison entre deux neurones, on va associer un poids. OK. On va continuer. Je crois que je suis en train d'entrer dans trop de détails là. Maintenant, on va compiler notre modèle. Il faut d'abord compiler notre modèle avant de l'entraîner. Pour ça, on a besoin d'un optimizer. Là, on va utiliser RMS propre. Voilà, c'est une variante du Stochastic Gradient Descent. Voilà, donc, généralement, tout ce qui est vision par ordinateur, on utilise le gradient descendant pour optimiser notre modèle. Voilà. Et ici, loss, c'est Binary Cross Entropy. Voilà. Loss, c'est comment on va évaluer la perte. Voilà, parce que le réseau va s'entraîner. Voilà. Au début, par exemple, il va essayer de classifier nos images. Voilà. Et à la fin, maintenant, il doit savoir quelle est sa perte. Voilà. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il a mal classifié, etc. Et pour quantifier cette perte-là, on va utiliser le Binary Cross Entropy. Et notre métrique, c'est l'accuracy. Voilà. L'accuracy, c'est simplement le nombre d'images qu'il a bien classifié, c'est le nombre total d'images. Ça veut dire si tu as 10 images et tu classifies bien 8 images, ton accuracy est de 80%. OK? Maintenant, là, pour entraîner notre modèle, il faut qu'on utilise une GPU. Une GPU, c'est une carte graphique. Et Google Colab nous permet de voir cela gratuitement. Pour ce faire, vous devez venir sur exécution, modifier le type d'exécution. Et là, vous devez choisir GPU. OK? Ensuite, vous allez exécuter ce code-ci. Vous allez voir Found GPU Device. Voilà. OK? Ça veut dire que nous sommes sur le GPU pour aller plus vite. Et là, modèle.fit. Voilà, pour entraîner mon modèle, je passe au Train Generator. Voilà, Train Generator qui a mes images d'entraînement. Step epoch. Voilà, normalement, pour avoir le step epoch, vous prenez le batch size. Bon, le batch size divisé par le nombre total d'images. Donc là, comme mon batch size égale à 20, donc il va faire des paquets de 20 images. Et maintenant, je vais choisir step epoch égale à 100. Voilà. Un époque, c'est, on va dire, un tour d'entraînement. Donc, un époque, c'est qu'il prend les 2000 images, il essaye de calculer, il essaye de prédire leur valeur. Ensuite, il calcule le loss, la perte, et ensuite, il utilise le RMS propre pour essayer d'optimiser. Voilà. Donc, j'ai dit que pour qu'il entraîne mes 2000 images, il ne va pas les entraîner les 2000 en même temps. Il va utiliser 20, 20, 20, 20, 20, 20. C'est pour ça que j'ai mis le step epoch égale à 100. Et vous voyez bien que 100 par 20 égale à 2000. Epoch égale à 50, c'est le nombre de fois qu'il va s'entraîner. Validation data, comme ça, à chaque fois qu'il s'entraîne, il va essayer aussi d'évaluer sa précision avec les données de validation. Voilà, il s'entraîne sur les données de validation et il valide ici. Et validation step égale à 50, c'est le même principe ici. Voilà, et là, je ne vais pas relancer parce que ça prend quand même pas mal de temps. Vous pouvez relancer chez vous pour voir. Vous voyez, lorsqu'il commence, son loss égale à 0,8, l'accuracy égale à 0,51. Et voici le validation accuracy égale à 0,52.
il va essayer d'optimiser, etc., etc., etc. Après, ce qui va se passer, c'est que j'ai mis modèle.fit dans une variable history. Maintenant, history.history, c'est un dictionnaire ACC pour avoir les différentes valeurs de l'accuracy. Val ACC pour avoir les différentes valeurs du val ACC. Donc, simplement ici, vous voyez, là, accuracy, ça commence à 0,51, après 0,59. Donc, toutes ces valeurs-là seront dans un dictionnaire, voilà, qui sont accessibles via la variable history. Là, il y a ACC, il y a val ACC, etc. Il y a loss, il y a val de loss. OK. Et là, je vais pouvoir tracer ma première coupe. Ouais, c'est une coupe très simple. C'est l'accuracy de validation avec l'accuracy d'entraînement. OK. Et là, on peut voir que nous sommes clairement en overfitting. Voilà. Pourquoi nous sommes en overfitting? Parce que, vous voyez, attendez, je reviens, model.fit. À la fin de notre entraînement, après 50 époques, l'accuracy est à 0,99 sur les données d'entraînement. Ça veut dire qu'il a parfaitement compris c'est quoi un chien, c'est quoi un chat à partir des données d'entraînement. Mais lors de la validation, on n'a qu'une accuracy de 69%. Ça veut dire que le modèle n'arrive pas à bien généraliser. Donc, le modèle, il a trop appris. Voilà, il a trop appris les données d'entraînement. Donc, en fait, il n'a pas vraiment compris c'est quoi un chien, c'est quoi un chat. Mais il a plus appris que cette image correspond à l'image d'un chat, par exemple. C'est pour ça que lorsqu'on lui montre maintenant nos photos de validation, bah, il n'a que 70%. Voilà. Vous pouvez voir ça à travers cette coupe-ci, que à partir de, même après la 5e, bon, à partir de la 10e époque là, nous sommes à plus de 90% en entraînement, train ACC. Or, en validation, nous sommes qu'à 70% et ça continue comme ça. Même chose aussi pour l'os. J'ai aussi tracé la courbe de l'os dans la courbe de la pète. Vous voyez, train loss, plus le nombre d'époux commandes, plus le loss, le train loss est petit. Donc, il n'y a presque pas de pète. Voilà. Mais là, validation loss, plus les époques augmentent, plus il est en train d'augmenter. Voilà. Donc, nous sommes en overfitting. OK? Là, maintenant, ce que nous allons utiliser, nous allons passer une deuxième technique pour pouvoir résoudre ce problème d'overfitting. Nous allons utiliser ce qu'on appelle le image augmentation. OK? Je vais vous illustrer cela. Donc, je vais créer datagen égale à image data generator comme d'abord. D'abord, j'ai juste utilisé le rescale, mais maintenant, je vais mettre plusieurs propriétés. Là, il y a le rotation range, 8 shift range, X shift range, shear range, zoom range, horizontal flip, fill mode, etc. Qu'est-ce que cela signifie? Rotation range égale à 40, c'est pour dire que il va prendre l'image d'origine. Bon, je préfère d'abord vous montrer les résultats, après vous expliquer pour que vous puissiez mieux comprendre. Et là, je vais faire from TensorFlow.class.preprocessing import image. Voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'utilise encore ma fonction choice pour choisir. Si vous ne passez pas le size en paramètre, il va choisir juste un seul fichier. Donc, je choisis une seule image. Voilà, je lis mon image normalement. Et là, j'utilise np.newAxis. Attendez. Je vais vous expliquer pourquoi j'utilise newAxis. Je vous montre d'abord les résultats. Voici notre image que j'ai lue ici. Bien sûr, ce n'est plus la même image parce que l'image est prise aléatoirement. Donc, voici mon image de base. Je vais donc appliquer. Vous voyez ici, je fais datagen.flow. Je passe X qui est mon image. Donc, je vais passer mon image à ce datagen-ci, à ce image data generator que j'ai créé, à ce générateur d'image que j'ai créé ici. OK. Et après, je vais essayer de lire 8 images dans mon datagen.flow. OK. Vous voyez, je vais passer cette image ici. Voici mon chat. Voici comment mon chat il est placé. Mais voici ce que lui va générer. Voilà. Vous voyez ici, le chat a été déplacé. Ici, le chat a été un peu avancé. Ici, vous voyez que mon image a été manipulée. Voilà. À quoi ça sert? Ça va servir à prévenir l'overfitting. Voilà. Parce que lorsque le modèle s'entraîne, il n'y a que cette image du chat. Imaginez qu'il apprenne bien que ça, c'est un chat. Et puis, si on lui passe une photo comme ça, par exemple comme ça, le chat est tourné à l'envers, ce sera un peu difficile pour lui de reconnaître cette image. Ou bien cette image, ce sera difficile pour lui de reconnaître que ça, c'est un chat. Donc, c'est quoi la technique? La technique, c'est qu'on va prendre nos images de base et on va créer beaucoup de copies, on va dire, de notre image en appliquant certaines opérations très simples.
Quelles sont ces opérations simples? Par exemple, rotation range égale à 40. Ça veut dire quoi? 40, c'est le nombre de degrés. Il va choisir un nombre entre 0 et 40 et il va faire une rotation de notre image avec ce nombre de degrés-là. Voilà. 8 shift range, ça veut dire quoi? 0,2. Il va essayer de déplacer notre image de 20% de sa largeur. Même chose pour la hauteur. Share range, zoom range 0,2, 20%. Il va essayer de zoomer notre image de 20%. Horizontal flip, il va essayer de faire une symétrie horizontale de notre image. Voilà. Et voici donc les images qui sont générées par toutes ces opérations-là. J'ai juste choisi 8 images. On peut choisir plusieurs images. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces modifications vont être faites en mémoire. Donc, ces images modifiées ne seront pas enregistrées dans notre environnement de travail, mais vont être faites en mémoire, voilà, pour permettre à notre réseau, et notre réseau va utiliser ces images-ci pour apprendre. Voilà. Comme ça, après, s'il a une image comme ça, il va pouvoir vite reconnaître que ça, c'est un chat. Parce que vous voyez ici, nous sommes en overfitting. En entraînement, il comprend bien, mais en validation, il n'arrive pas à bien classifier. Voilà. Donc, c'est ça la technique de image augmentation. Voilà ici. Là, j'ai bien détaillé, j'ai expliqué, voilà, j'ai bien écrit là. Donc, je crée Train Data Gen, Image Data Generator. Là, je fais mon rescale, voilà. Mais après comment on dit ça? Après le rescale qui est égal à 1 sur 255, je fais encore toutes ces opérations ici. Voilà. Je fais toutes ces opérations ici. OK. Mais pour le test DataGen, on ne va pas faire tout ceci. On va juste faire le rescale. Voilà, on va juste faire le rescale et tout. Là, j'ai mon train generator qui est égal à train datagen.flow from directory. Validation. Là, j'ai fait une petite erreur normalement. Copier. Là, je devais utiliser le test DataGen. Voilà, je ne dois pas utiliser le train DataGen. Parce que vous voyez, dans ce cas, le train DataGen est différent du test DataGen. Il ne faut jamais faire de l'augmentation d'image sur les données de validation. Déjà, en machine learning, on ne touche jamais les données de validation pour quoi que ce soit, à part par exemple pour un rescale comme ça. Voilà, mais toutes ces opérations, si c'est uniquement pour les données de validation. Et là, après cela, j'ai créé encore un modèle. C'est la même chose que d'abord, juste qu'ici, j'ai ajouté le dropout. Voilà, le dropout va aussi nous permettre d'éviter l'overfitting parce qu'il va supprimer 50% de nos neurones. Vous voyez, là, j'ai une couche flatten et là, j'ai une couche dense. Voilà, attendez, petite illustration. Donc, supposons qu'on voici notre couche flatten ici et voici notre couche dense ici. Vous voyez qu'ils sont complètement connectés ici. Donc, lorsque j'ajoute un dropout layers et je mets la valeur de 0,5, à chaque tour d'entraînement, il va supprimer 50% de cette connexion-ci. Il va supprimer la moitié de ces connexions-ci là. Voilà. Et cette méthode va nous permettre aussi d'éviter l'overfitting. OK. Donc, après l'entraînement, j'ai aussi entraîné pour 50 fois. Après l'entraînement, on peut tracer nos différentes coupes. Vous voyez là maintenant que les coupes sont complètement différentes. Là, vous voyez que voici notre Train ACC vs Validation ACC. Les deux coupes se suivent un peu. Ça veut dire que là, nous ne sommes plus en overfitting. Parce que, vous voyez, au final, l'accuracy est de 78%. Et c'est vrai que c'est moins que d'abord, mais là, Validation accuracy est de 75%. Donc, presque la même chose. Ça veut dire que notre réseau n'est pas en overfitting. Même chose pour la courbe de l'os. Vous voyez que là, les deux courbes sont en harmonie. Bon, un peu en harmonie, j'ai envie de dire. Voilà. Maintenant, là, on peut faire simplement des prédictions. Voilà. C'est vrai que je dois encore relancer l'entraînement parce que après cette modification ici, vous pouvez le faire chez vous parce que ça va prendre peut-être à peu près 10 minutes. Voilà. Et là, on peut tester notre modèle. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai téléchargé des images là sur Google. Voilà, comme ça, je télécharge des images. Et puis, je viens ici. Dans TMP, j'ai créé un dossier que j'ai appelé test. Ok, je clique là, importer et je choisis mes images. Voici mes images ici que j'ai mis. Ok, et là maintenant, je mets juste, j'utilise image de Keras, load image, la méthode load image pour charger mon image. Par exemple, je vais changer d'image ici. Je vais prendre chien.jpg. Ok, target ça égale à 150, 150. Parce que les données doivent être avec la même taille qu'on a entraîné le modèle. OK. Là, je fais image égale à img to array.
Je transforme cette image-ci en tableau. Et voilà, j'essaye maintenant d'afficher mon image simplement. Voici mon image ici, c'est un chat. Et là, je fais juste modèle.predict et je passe mon X. Vous voyez ici, lorsque je fais X égale à image.image to array de IMG, il va me retourner une image de taille 150 par 150 par 3. Voilà. Mais si je laisse comme ça, je peux pas. J'aurai une erreur lorsque je vais utiliser la méthode modèle.predict. Parce que le modèle a été entraîné avec, j'ai envie de dire, avec un tensor, c'est comme ça qu'on appelle ça. Tensor, c'est comme la généralisation des matrices. Donc, parce qu'une matrice, c'est en 2 dimensions, mais les tensors peuvent aller jusqu'à n dimensions. A été entraîné avec un tensor de 4 dimensions. Voilà. Parce qu'on avait là 150, 150, 3. Mais on avait près de 2000 images. Bon, c'est vrai que nos images étaient en batch de 20-20. Donc, j'ai besoin d'ajouter une nouvelle dimension ici. C'est pour ça que j'ai utilisé np.newAxis. Voilà. Ensuite, maintenant, je peux faire modèle.predict et il va me dire 0. Comment on fait pour savoir que 0 représente le chat? Je prends mon trend generator ici. J'appelle la méthode classIndex. Voilà. Il va me retourner que 4 c'est 0, donc c'est 1. Donc, lorsqu'il retourne 0, ça veut bien dire que c'est un chat. Et bien, c'est tout pour cette vidéo dans laquelle on a vu un peu comment on fait pour classifier deux chiens et un chat. Voilà. C'est vrai que dans cette vidéo, je ne suis pas entré dans les détails, je ne suis pas entré dans comment ça fonctionne exactement, de comment l'optimisation est faite et tout. Mais je ne peux pas tout faire dans une seule vidéo. Et aussi, je vais créer une autre vidéo où je vais vous apprendre comment faire pour avoir une accuracy de 98%. Voilà, mais cette fois-ci en utilisant un modèle déjà entraîné.